Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. N'oubliez pas aussi de vérifier que vous êtes toujours abonné. YouTube, pour ma plateforme YouTube, a tendance à désabonner mes abonnés. Bref, c'est le point sur l'Ukraine du 3 août 2024 avec comme titre principal Zelensky maintenant est prêt à céder des territoires à la Russie, mais que si son peuple est d'accord. Ah oui, n'oublions pas que l'Ukraine est une des plus grandes démocraties. Donc, bien entendu, Zelensky, là, tout d'un coup, énonce le fait qu'il y a une possibilité de céder ces territoires, donc en gros les 4 oblasts déjà pris par la Russie ainsi que la Crimée, mais que si le peuple vote et est d'accord pour cela afin d'obtenir la paix et d'arrêter la guerre, bien entendu. Revirement total à 180 degrés, chose dont il ne pouvait en être question il y a ne serait-ce que quelques semaines. Eh bien, l'impossible devient possible. Peut-on en être surpris? Vraiment? Pas vraiment, puisque ça fait déjà quelques semaines que je vous dis que Volodymyr Zelensky par une pirouette, veut maintenant négocier rapidement avec la Russie, ce qui prouve que tout va mal sur le front militaire et que l'Ukraine est en effondrement. Sinon, déjà, il ne proposerait pas de négocier avec la Russie. Maintenant, on va à un cran beaucoup plus haut et ce cran, bah, c'est carrément de céder des territoires. On en est là maintenant. Et on va voir un article qui va vous montrer cela. Et on va prendre uniquement les dires de Volodymyr Zelensky qu'il a dévoilé au journal français Le Monde. Autre information importante que nous allons voir, c'est encore et toujours le problème des nouvelles recrues qui sont envoyées sur le front. On parle des recrues ukrainiennes qui sont très peu formées, voire pas du tout formées. Et là, on apprend en plus que physiquement, elles n'ont même pas l'aptitude minimale physique pour être envoyées sur le front. Et nous verrons cela, évidemment, c'est repris des dires des Ukrainiens eux-mêmes. Donc nous allons voir un article du New York Times qui nous parle de cela. Nous allons voir aussi en dernier grand titre, toujours les obus. Voilà, donc les problèmes d'obus de l'Union européenne, sauf que là, on a des informations beaucoup plus précises quant aux chiffres que l'Union européenne peut donner, c'est-à-dire le nombre d'obus que l'Union européenne peut donner par an. Et nous allons voir que cela correspond parfaitement à ce que je vous avais déjà dit il y a 2 semaines concernant le nombre d'obus. Sauf que là, ce qui est nouveau, c'est que l'outil de propagande de l'Union européenne, c'est-à-dire Radio Free Liberty, qui est un des plus grands et un des plus vieux outils de propagande de l'Union européenne, et comme je vous l'ai démontré dans ma dernière vidéo sur le Venezuela, où je vous avais montré que Radio Free Liberty était un média qui avait été créé par la CIA. Et bien là, cette propagande, pourtant, nous donne une petite vérité, et cette petite vérité, c'est le nombre d'obus produits par an par les Russes, de 4 à 4,5 millions d'obus. Et oh, comme par hasard, cela correspond à la production d'obus que je vous dévoile depuis des mois déjà. Et oui, parce que ça fait maintenant depuis fin 2023 que les Russes arrivent à atteindre
ce nombre d'obus par an. Ce chiffre avait été dévoilé par Dimitri Medvedev en toute fin 2023 et c'est confirmé par les estimations de l'Union européenne. Voilà. Et ça correspond donc aux chiffres que moi je vous donne depuis des mois. Voilà. Et donc, comme d'habitude, il y aura d'autres informations diverses et variées, bien évidemment. Et comme d'habitude aussi, cette vidéo est en 3 parties. Les informations générales qui seront suivies de la conclusion. Et enfin, la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain. Voilà, commençons. Alors, on va commencer avec un article du grand journal allemand Die Welt qui nous dit Zelensky ne veut céder des territoires qu'avec le consentement du peuple. Ce titre-là est en soi extraordinaire. Et cet aveu de Zelensky est extraordinaire. Et cela veut dire beaucoup de choses. Nous allons voir cela plus tard. Mais déjà, vous avez vu le titre, c'est tout à fait exceptionnel. Après 2 ans et demi d'effusion de sang en Ukraine, il n'y a aucun signe de paix. Le président ukrainien affirme désormais que la cession de territoire n'est envisageable que si le peuple le souhaite. Pendant ce temps, des spéculations circulent sur l'arrivée des premiers avions de combat F-16. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne veut pas accepter la cession de territoire dans le cadre d'une éventuelle solution de paix avec la Russie sans le consentement du peuple. Vous devez comprendre que toute question concernant l'intégrité territoriale de l'Ukraine ne peut être résolue par un seul président, une seule personne, ou par tous les présidents du monde sans le peuple ukrainien, a déclaré Zelensky au journal Le Monde et à d'autres médias français dans une interview. Personne n'a encore officiellement proposé quoi que ce soit à l'Ukraine. Et l'Ukraine n'abandonnera jamais ses territoires. Officiellement, ceux qui sont au pouvoir n'ont pas le droit de céder leur territoire. Pour que cela se produise, le peuple ukrainien doit le désirer, a déclaré Zelensky. Il ne faut pas non plus oublier que le président russe Vladimir Poutine considérerait une telle démarche comme une victoire. C'est pourquoi cette question est très 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 difficile. Hein, il y a 3 traits, hein, vous avez noté. Ah oui, effectivement, c'est très difficile pour Zelensky. Premièrement, déjà, il a fait un décret qui l'interdisait de négocier avec Vladimir Poutine. Alors déjà, comment va-t-il passer outre ce décret? C'est une grande question, mais bon, passons. Maintenant, on a Zelensky qui dit bon, je veux bien céder des territoires, mais ce ne sera pas moi qui déciderai cela. Ce sera le peuple ukrainien. C'est le peuple ukrainien qui va décider de cela, mais pas moi. Bon, comme ça évite à Zelensky de se mouiller. Mais bon, d'un autre côté, il a raison, il n'a pas tort. Dans le principe, c'est normal. En toute justice, c'est le peuple qui doit décider d'une décision aussi grave. Donc, Zelensky, pour moi, là, il a raison. C'est bien qu'il s'en remette à son peuple. Bien que, comme cela, encore une fois, comme cela, il ne se mouille pas. Le problème, c'est que là, bon, on a des petites contradictions dans ses dires. Il nous dit, bon, l'Ukraine n'abandonnera jamais ses territoires. Ah, c'est très péremptoire comme phrase. Et juste après, on nous dit ah bon, moi je vais pas céder les territoires en tant que président. Par contre, vous le peuple, vous pouvez céder les territoires à Poutine. Mais il commence en disant l'Ukraine n'abandonnera jamais ses territoires. Alors ça veut dire quoi c'est pas clair comme message. Et en plus, il ajoute quand même, pour faire bonne mesure, cela donnerait une victoire à Vladimir Poutine. Bon, en gros, il dit, bon, je vais peut-être céder des territoires, mais c'est vous, le peuple, qui en prendrez la responsabilité, pas moi. Et je vous préviens que si vous prenez cette décision extrêmement grave,
bah, vous donnez une victoire à Poutine, ne l'oubliez pas. Donc en gros, le but de Zelensky, quand il a dit tout cela dans le média Le Monde, eh bien en fait, il disait de manière subtile, on va dire, je vous préviens, vous le peuple ukrainien, là je vais vous laisser la décision, mais si vous prenez la mauvaise décision, Vladimir Poutine s'en sort victorieux. Donc je vous conseille fortement, quand je vous donnerai ce référendum pour décider de cette question extrêmement grave, eh bien je vous conseille très fortement quand même de refuser de céder les territoires. Voilà, quand même, je vous le conseille. Mais bon, voilà quoi. C'est pas moi qui en prendrai la décision finale. De toute manière, ce sera vous le peuple. Bon, qu'est-ce que cela veut dire derrière tout ça? Derrière tout ça, ça veut dire que l'Ukraine est en panique, comme je vous le répète depuis des mois. Donc pour vous qui me suivez assidûment, nulle surprise. Et d'ailleurs, il est cohérent avec lui-même, j'ai envie de vous dire, et avec la réalité du terrain. Au niveau militaire, tout s'effondre. Donc certes, pour les grands médias, c'est quand même difficile à entendre, hein, le changement d'avis de Zelensky. Mais d'un autre côté, la réalité du terrain est là. Le mur des réalités frappe tout le monde, tout l'Occident, que ça soit Zelensky, les médias, les États-Unis, etc. Donc tout d'abord, on a eu un Zelensky qui dit bon alors je veux négocier très très vite avec la Russie. Sous-entendu, bon ça va très mal sur le front. Et là, maintenant, on a Zelensky qui passe un cran très au-dessus en disant, bon, alors, bon, d'accord pour céder les territoires, mais c'est pas moi qui en prendrai la décision. Hein, ce sera vous le peuple, ce sera pas moi. Donc là, c'est un autre signe donné aux médias pour dire, bon, hey, les médias, je vous ai dit qu'on était en panique. Là, maintenant, c'est une catastrophe absolue. Là, les Russes bah, vont faire certainement une percée. On a quand même le chef du SBU, Boudanov, Kirilo Boudanov, qui a dit que pour lui, la grande offensive russe commencerait par le nord, mais il ne pouvait pas dire où, parce que cela mettrait l'Ukraine en panique. Hein, ça, je vous ai montré ça, c'était ce qu'a déclaré Boudanov dans The Kiev Independent. Alors quand vous avez tout ça en tête, plus les réalités du terrain, dans le sens que les Russes ne cessent de progresser tous les jours et qu'il y a un problème de recrutement, mais aussi des problèmes ben, de soldats qui se rendent massivement, que les gens ne veulent même plus se présenter pour aller au front, même si on les y oblige, ils se tercent chez eux. Voilà, même si on leur confisque leur permis de conduire, etc., ou des sanctions financières très lourdes, bah, ils se cachent quand même chez eux, ils veulent rien entendre. Et bah, malgré tout ça, bah, le mur des réalités est là, il faut bien en tenir compte. Donc je suis désolé, mais hein, au bout d'un moment, là, il va falloir céder les territoires. Parce qu'on en arrive là. On en arrive là. Bah oui, il n'y a pas d'autre solution. Donc vous voyez ce changement graduel mais très rapide qui en dit quand même très long sur la réalité du terrain militaire et que Zelensky, l'Ukraine en général et même l'Occident va être obligé de négocier selon les termes de la Russie bien évidemment. Et ce qui va se passer, c'est ce qui devait se passer depuis le début. Il y aura la paix avec la Russie et puis tout va reprendre normalement. Parce qu'il ne peut en être autrement, de toute manière. La guerre à l'infini, non. Le coup qui avait été donné par les médias, c'est-à-dire comme en Corée, c'est-à-dire le pays séparé en deux, une DMZ au milieu, non, 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 ça c'était leur rêve.
C'est ce qu'ils auraient voulu, les médias ou l'Occident. Ça n'arrivera, bien entendu, jamais. Et encore, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Parce que bon, il y a le scénario que je n'y crois pas vraiment, mais bon, tout est possible. Il est possible que la Russie prenne la moitié de l'Ukraine, histoire d'être sûr que les néo-nazis n'arriveront plus jamais au pouvoir, que l'Ukraine n'aura plus jamais aucune chance d'entrer dans l'OTAN ou même dans l'Union européenne. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Encore une fois, j'y crois pas trop à ça. Mais bon, tout est possible, nous verrons bien. Alors maintenant, un article du New York Times qui nous dit l'Ukraine mobilise des milliers de soldats supplémentaires. Sont-ils prêts? Un grand nombre de recrues arriveront au front dans les semaines à venir, ont indiqué des soldats et des analystes militaires. Mais certaines sont mal entraînées ou hors de forme. En mauvaise traduction Google, c'était sont mal entraînées ou n'ayant pas la capacité physique. Donc déjà le titre en dit beaucoup, et là que peut-on lire? Selon ces sources, la mobilisation n'a pas encore renforcé de manière significative les forces ukrainiennes sur le champ de bataille. De nombreux conscrits suivent encore des semaines de formation et n'ont pas encore atteint le front. Et certaines recrues qui sont arrivées ne sont pas physiquement aptes au combat, ont noté des membres des unités ukrainiennes. L'Ukraine a du mal à recruter ou à enrôler davantage de soldats en raison d'un système que ses détracteurs considèrent comme englué dans une bureaucratie et une corruption de type soviétique. La plupart des Ukrainiens considèrent également que la formation de base des conscrits est inadéquate, comme l'a montré un récent sondage, ce qui conduit certains à éviter la conscription, craignant qu'ils ne soient pas préparés au combat. Alors, j'adore. Alors, ça, c'est vrai, hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent pas s'enrôler dans l'armée, craignant de ne pas être formés ou trop peu formés. Mais il y en a aussi qui savent qu'ils vont là-bas comme chair à canon, c'est-à-dire ils y vont pour être tués simplement. Hein, ils auraient dû ajouter cette raison supplémentaire, qui est à mon avis la plus importante. Ça, c'est secondaire comme raison. Oh, je vais pas au front parce que j'ai peur de ne pas être préparé au combat. Non, ça c'est la raison qui est très secondaire, pour ne pas dire tertiaire. La première raison, comme beaucoup d'Ukrainiens le disaient, d'ailleurs dans le New York Times, dans le Washington Post et même dans The Economist, hein, je vous ai montré plein d'articles, en fait ils n'y vont pas parce qu'ils ont peur de mourir. C'est pour ça qu'ils se terrent chez eux, c'est la raison principale. Pour remédier à ce problème, le Parlement ukrainien a adopté en avril une loi obligeant tous les hommes de moins de 60 ans à s'inscrire dans les bureaux de conscription ou en ligne, dans le but de simplifier le processus de mobilisation. Le ministère de la Défense a déclaré ce mois-ci que 4,7 millions d'entre eux s'étaient conformés à cette obligation. Ah, c'est beau, hein. 4,7 millions de gens qui se sont inscrits, c'est beau. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de chair à canon disponible pour l'Ukraine. Et je dis bien de chair à canon, hein. Parce que évidemment, comme vous le savez tous, ça fait 2 ans que je vous le dis, presque 2 ans, les meilleurs soldats ukrainiens sont déjà morts, hein. Et d'ailleurs, les derniers sont morts en masse, hein, j'entends, à Bakhmut. Hein. Beaucoup étaient morts à Mariupol, le reste est mort à Bakhmut. Hein. Voilà, ça, il y a peu de gens qui vous le disent. Alors évidemment, maintenant, les meilleurs qui restent sont des formateurs, en général. On va pas trop les envoyer au combat. Alors on est obligé, quand même, comme la 47e brigade mécanisée qui apparaît toujours dans les médias. Hein, c'est toujours la même brigade. Bon, bah cette brigade-là, qui a été envoyée à Tchassiviar et qui a été envoyée à Vovchansk, a fait des apparitions par-ci par-là et après a fait des retraites pour qu'elle soit toujours existante, hein. Voilà, parce que c'est une brigade très prestigieuse. Mais bon, bref, le gros des meilleurs n'existe plus. Et les meilleurs qui restent, on essaye de les garder pour former les bleus. Bref, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu ce mois-ci qu'il n'y avait pas suffisamment d'installations pour former les conscrits. Et il s'est plaint que plus d'une douzaine de brigades
étaient sous-équipés en raison de retard dans les livraisons d'armes occidentales. Je rappelle qu'une brigade, pour l'Ukraine, je dis bien pour l'Ukraine, c'est 4000 hommes. Hein. Une douzaine de brigades. Voilà. Je vous le rappelle comme ça. Hein. Alors comment on a su qu'une brigade c'était environ 4000 hommes? C'est grâce au New York Times qui nous avait dit que lors de la grande offensive qui devait percer dans la région d'Orerov, il y avait 12 brigades pour cela et que chaque brigade était composée d'environ 4000 hommes, ce qui faisait une grande offensive avec environ 48 000 hommes. Voilà comment on l'a su. Bref, je continue. Monsieur Voitenkov, l'attaché de la presse de la 33e brigade, a déclaré que sa brigade avait donné une semaine de formation supplémentaire aux conscrits pour leur montrer les armes et les véhicules blindés qu'ils allaient utiliser. Après seulement la formation de base, a-t-il déclaré, ils ne sont pas prêts à se battre, honnêtement. Il fait une formation supplémentaire, et cette formation supplémentaire, c'est pour leur montrer les armes et les véhicules blindés qu'ils allaient utiliser. Alors je ne comprends pas, qu'est-ce qu'ils ont appris dans les semaines précédentes? Qu'est-ce qu'ils ont pu apprendre? Que de la théorie? Je ne comprends pas bien. En tous les cas, à mon avis, quand il dit donner une semaine de formation supplémentaire aux conscrits, c'est que je pense, mais ce n'est que mon avis, ils n'ont eu qu'une seule semaine de formation précédemment. Parce que si à la deuxième semaine, on montre les armes et les véhicules blindés qu'ils allaient utiliser, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. On leur apprend quoi exactement? C'est quoi la première semaine qu'on leur apprend? Je vois pas trop. Si déjà la première semaine, on leur montre pas l'utilisation des armes et des véhicules blindés, ça m'inquiète beaucoup quant à la formation ukrainienne. Mais bon, cet attaché de presse dit la vérité. Et ça c'est bien, il est sincère. Quand il dit après seulement la formation de base, a-t-il déclaré, ils ne sont pas prêts à se battre, honnêtement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en d'autres termes, on les envoie sur le front alors qu'ils ne sont pas prêts à se battre. Et donc, traduction, on envoie de la chair à canon. Appelons un chat un chat. On envoie des gens qui ne sont pas prêts à se battre et on le sait pertinemment. Mais on les envoie quand même. Moi, je sais pas comment on peut appeler ça, à part de la chair à canon. Et ces actes désespérés démontrent clairement ce qu'il en est vraiment de l'état de l'armée ukrainienne. Alors maintenant, on va regarder un média européen, exactement de l'Union européenne, donc c'est officiel. La capacité de production et les livraisons d'obus à l'Ukraine sont loin de tenir leurs promesses. Alors que peut-on lire d'intéressant? En mars, la Commission européenne a déclaré que grâce à ces mesures, la capacité annuelle de production européenne d'obus de 155 mm avait atteint 1 million un mois plus tôt. 3 mois plus tard, en juin, Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a déclaré que les producteurs de l'Union européenne atteindraient une capacité annuelle de 1,7 million d'obus de 155 mm d'ici la fin de cette année, c'est-à-dire 2024, et que cette capacité continuerait de croître. Cependant, selon une source de haut rang de l'industrie européenne de l'armement, la capacité actuelle est d'environ un tiers de ce chiffre. C'est une très mauvaise idée de nous convaincre que nous avons 3 fois la capacité de production réelle et de prendre des décisions sur cette base. Puis, soudainement, découvrir que rien ne sort des usines et que nous ne pouvons pas provisionner l'Ukraine et l'alliance de l'OTAN, a déclaré la source. Comme d'autres personnes citées dans ce rapport, la source a parlé sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité du sujet. Vous vous rendez compte? Déjà là, Thierry Breton ment effrontément. Tout ça pour la propagande, hein, pour dire au monde, regardez, voilà ce qu'on est capable de faire, comme si cela pourrait faire peur à la Russie.
Mais bon, mentir à ce point, c'est ridicule parce que justement, à la fin, qui est ridiculisé? Qui est l'arroseur arrosé à la fin? Bah, c'est Thierry Breton qui perd toute crédibilité. Il n'en a jamais eu, hein. Sauf que là, il est officiellement considéré comme un menteur. Et en plus, c'est euh, le plus grand organe médiatique de l'Union européenne qui dit cela. Ça veut dire que Thierry Breton, à lui seul, a fortement embarrassé les instances militaires de l'Union européenne. Et pourquoi cette source a parlé sous couvert d'anonymat? Alors, pourquoi il aurait besoin de dire cela sous couvert d'anonymat? Ça veut dire que s'il le disait ouvertement, eh ben, il en subirait les conséquences. Voilà. C'est beau la démocratie, hein, de Thierry Breton. Parce que lui, c'est un des piliers de l'État profond, hein. Je vous l'ai dit à maintes reprises, bah, je le redis encore. Ça veut dire que les gens ont peur. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est pas fini. Alors, cela correspond à l'estimation de janvier 2024 du fabricant d'armes allemand Rheinmetall, un document interne obtenu par les journalistes qui indique que tous les fabricants d'armes d'Europe occidentale, pris ensemble, pourraient produire environ 550 000 obus par an à partir du début de cette année, c'est-à-dire début 2024. Donc Rheinmetall dit à peu près 550 000 obus, c'est tout ce qu'on peut produire au max en 2024. Alors ensuite on a, cependant, le ministre des Industries stratégiques, Oleksandr Kamyshin, a déclaré que les efforts de l'Ukraine seront toujours insuffisants. Nous ne serons jamais en mesure de produire autant de munitions que nos forces armées en ont besoin actuellement, a déclaré. Alors, Shames, c'est un conglomérat, alors voilà, c'est là. Alors, des sources gouvernementales et industrielles de haut rang avec lesquelles Shem et ses partenaires se sont entretenus. Donc ça, c'est un conglomérat de fabricants d'obus de toute l'Europe. C'est ça, Shem. Le besoin actuel est de 200 000 obus par mois selon le ministre de la Défense Rustem Umerov. Plus que ce que l'Union européenne et les États-Unis réunis peuvent gérer. Alors là, c'est pas dit, mais Umerov, c'est le ministre de la Défense ukrainien. Donc ça veut dire que même si tout l'UE et tous les États-Unis étaient ensemble, bah, ils ne pourraient pas produire, bien entendu, 200 000 obus par mois. Alors, autre fait intéressant, le document interne de Rheinmetall de janvier 2024, que Shims, c'est le fameux conglomérat qui supervise tous les fabricants d'obus d'Europe, a obtenu dans le cadre du consortium journalistique comprenait une ventilation de ce qu'il a déclaré être la capacité annuelle de production de munitions d'Europe occidentale de 550 000 obus d'artillerie à l'époque. Voilà, Rheinmetall étant le plus grand fournisseur, donc Rheinmetall c'est le fabricant allemand, qui peut produire, qui pourrait produire dans certains futurs 350 000 obus. L'estimation de Rheinmetall contredit l'affirmation de la Commission européenne selon laquelle en janvier 2024, la capacité de production de l'Union européenne atteint 1 million d'obus par an. Donc Rheinmetall a dit à la Commission européenne, dont le représentant pour tout ce qui est fabrication militaire, c'est Thierry Breton, puisqu'il s'est autoproclamé superviseur général pour tout ce qui est militaire concernant l'Union européenne. C'est lui, Thierry Breton. Plusieurs sources dans l'industrie européenne de l'armement ont déclaré qu'elle avait du mal à investir massivement lorsque les gouvernements ne financent pas ou ne remboursent pas les nouveaux renforcements de capacité. Elle a besoin de contrats à long terme. C'est un défi car nous investissons des milliards ou des centaines de millions dans des machines et embauchons plus de gens. Nous avons besoin d'un horizon plus long, a déclaré une source industrielle à The Investigative Desk.
Bieliskov estime que les craintes de l'industrie sont justifiées. C'est un représentant ukrainien. Les principaux contrats sont conclus au niveau gouvernemental et s'il n'y en a pas, le fabricant n'investira pas dans des capacités de production supplémentaires, ni n'embauchera de personnel, a déclaré Bieliskov à Shems. En Europe, c'est un jeu intéressant, a-t-il déclaré. Les producteurs privés disent « montrez-nous l'argent » et les gouvernements disent « montrez-nous la capacité de produire ». Et c'est un cercle vicieux. Qui sera le premier à le montrer? Ça, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises de ces difficultés de production d'obus en Europe. Je vous l'avais dit à plusieurs reprises. La chose, c'est que en Russie, c'est le gouvernement qui gère la production d'obus. C'est nationalisé tout ça. Alors qu'en Europe et aux États-Unis, et dans le reste du monde, en Corée du Sud aussi, bref, pour tout ce qui concerne l'OTAN, ce sont des sociétés privées. Elles veulent être payées et être assurées qu'elles auront l'argent avant d'investir des milliards. Donc c'est tout à fait normal. Donc c'est le chat qui se mord la queue. Donc comment vont-ils faire? Alors apparemment, on apprend que Rheinmetall, lui, a obtenu un contrat solide avec le gouvernement pour produire dans on ne sait pas combien d'années, 2 millions d'obus, d'ici à 2030. Voilà, on prévoit ça. Donc là, le 8,5 milliards d'euros ont été promis à Rheinmetall. Et il n'y a que Rheinmetall qui a eu ça. Alors nous verrons si en 2030 ils en seront capables, parce qu'il y a bien d'autres soucis. Et on va le voir, c'est parce que, encore une fois, l'affaire est complexe, et vous allez comprendre plus tard. Si Nammo, Rheinmetall et MSM, bon ça c'est les trois plus grands fabricants d'obus européens, affirment tous savoir augmenter leur production de munitions, ces déclarations ne s'appliquent parfois qu'aux douilles de munitions ou aux obus. Alors parce que certains, il y en a parmi les trois, ils fabriquent aussi les douilles de balles. Hein. Alors les obus d'artillerie complets comprennent également des explosifs, des initiateurs et des charges modulaires. Alors les explosifs, c'est la poudre qu'il y a à l'intérieur de l'obus. Les initiateurs, c'est le déclencheur qui fait l'étincelle et qui provoque l'explosion. Et les charges modulaires, c'est le gros paquet blanc, vous savez, qu'on met derrière l'obus et qui explose et qui permet de propulser l'obus. Voilà. Et donc, le problème des obus d'artillerie, c'est l'accès limité à ces composants à entraver l'augmentation de la production. Le fabricant français d'explosifs Eurenco, le leader européen du secteur, dont les clients incluent Rheinmetall, KNDS France et MSM, a déclaré à The Investigative Desk qu'il pourrait fournir des charges modulaires pour jusqu'à un demi-million d'obus en 2024. Voilà. Donc ça, c'est le leader européen du secteur. Donc là, c'est pour les explosifs. Donc et aussi pour les charges modulaires, et 500 000. Voilà. Donc une charge modulaire est un explosif qui propulse l'obus hors du canon. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Alors ensuite, on a la poudre à canon et le TNT nécessaires à la production de munitions sont également en pénurie en Europe, car il existe peu de producteurs. Alors là, je dois préciser une chose que je vous avais déjà dit sur des points sur l'Ukraine, mais je le répète, puisque c'est très important. Alors, il existe peu de producteurs concernant la poudre à canon et le TNT. Alors la poudre à canon, c'est ce qui permet de créer les charges modulaires qui propulsent l'obus, et le TNT, c'est la poudre que l'on met dans l'obus. Et là, le fabricant français peut produire 500 000 obus d'artillerie.
hein, parce qu'il fournit les charges modulaires et aussi la poudre dedans. Donc, très bien. Le problème, c'est que ce fabricant français, lui, il achète la poudre à canon et le TNT principalement à l'Inde et surtout à la Chine. Donc on n'est pas souverain. Je vous avais déjà dans des points sur l'Ukraine expliqué cela, hein, quand je fais des spéciales obus. Hein. Et là je le répète parce que c'est très important. Hein, parce que on peut fabriquer des choses, oui, mais la matière première, on la trouve où? On la trouve pas en France. On la trouve très peu en Europe. Hein, parce qu'en fait, les fabricants vraiment de poudre qui fabriquent la matière première, c'est surtout les Allemands et la Norvège. Mais à un niveau qui est tellement inférieur à la Russie et à l'Inde et la Chine. La Russie, comme l'Inde et la Chine, sont totalement autonomes. Hein. Eux, ils n'ont pas besoin d'acheter des éléments ailleurs que leur pays, ici ou là, pour fabriquer un obus complet. Eux, ils peuvent tout faire eux-mêmes. Principalement la Russie, qui a le plus grand complexe militaire-industriel pour tout faire eux-mêmes. Les initiateurs, les charges modulaires et le propulseur. Voilà. Et ils ont eux-mêmes d'énormes fabricants de poudre, quel que soit le type de poudre. Donc nous, on a ce problème-là. Hein. Donc ça, faut quand même le souligner. Il est impossible de doubler la capacité de production d'explosifs en quelques jours, semaines ou mois, a déclaré Investigues Sezen Martin Winkel, porte-parole d'Explosia, un producteur tchèque d'explosifs. Explosia prévoit de doubler sa production de poudre à canon et de poudre propulsive d'ici 2026-2027. Ça, c'est important. Parce que là, Explosia va fabriquer la matière première. Voilà. Donc ça, c'est très très important pour l'Europe. Et l'Europe gagnera en souveraineté. Hein, et n'aura plus à acheter principalement quoi, beaucoup tout du moins à l'Inde et à la Chine. Pendant 30 ans, personne n'a investi dans ce domaine et maintenant tout le monde s'est précipité vers ce vivier limité de personnes, d'installations de production et de composants, a déclaré M. Beliskov. Il est clair que la relance de la production dans l'Union européenne prendra du temps. Le marché réagit, mais pas aussi vite que nous le souhaiterions. Et là, je l'ai vraiment souligné en jaune, parce que là, ça me fait plaisir. C'est ce que je vous dis depuis environ 6 mois. La production russe est bien supérieure aux objectifs de l'Union européenne. Les estimations de sa capacité annuelle varient entre 4 et 4,5 millions d'obus d'artillerie. Alors vous allez me dire, d'où l'Union européenne reprend ces chiffres? Bah c'est simple, moi je l'avais lu il y a déjà des mois, quoi, environ 6 mois à peu près. Je l'avais lu d'un dossier du Pentagone. Et là, ah, tiens, l'Union européenne qui dit exactement ce que disait le Pentagone. Voilà, comme par hasard. Comme par hasard. Et c'est ce que moi je vous dis depuis des mois et des mois. Donc c'est très bien que enfin ça soit dit ici. Là, on a pas seulement en Ukraine, tous les obus produits dans l'Union européenne ne sont pas destinés à l'Ukraine. Les États membres réservent également des munitions pour eux-mêmes. Ils doivent reconstituer leur propre stock après avoir approvisionné l'Ukraine. Et ils visent à satisfaire aux exigences de l'OTAN, qui consistent à avoir suffisamment d'obus dans leurs entrepôts pour 30 jours de guerre de haute intensité. Voilà. Alors là, on arrive à la fin. L'article est extrêmement long, hein, c'est pour ça que je ne vous lis pas tout. En mars 2023, l'Union européenne s'est engagée à envoyer à l'Ukraine 1 million d'obus d'ici un an. Mais elle en a envoyé un peu plus de 500 000, a déclaré le ministère ukrainien de la Défense à Chems en mai. La Commission européenne a confirmé ce chiffre à The Investigative Desk en juin. L'initiative tchèque sur les munitions, à laquelle participent également le Danemark et les Pays-Bas, n'a pas non plus répondu aux attentes initiales. Et là, on va revenir à une ancienne affaire dont je vous en avais parlé dans 2 points sur l'Ukraine,
parce que ça a un moment fait la une des journaux pendant un jour ou deux, hein, soi-disant ça allait changer la donne. En février, le président tchèque Petr Pavel a déclaré que la République tchèque avait identifié 800 000 obus d'artillerie dans le monde qui pourraient être rapidement envoyés en Ukraine si l'argent était disponible. À l'époque, je vous avais dit que ces 800 000 obus, pour moi, connaissant les stocks mondiaux, ça pouvait provenir de l'Arabie Saoudite et du Soudan. Vous vous souvenez de ça? Bon, après, maintenant, on ne connaîtra jamais où ils ont identifié ces 800 000 obus, mais bon. Mais les progrès ont été lents et une source haut placée du ministère ukrainien de la Défense a déclaré que la première livraison, arrivée en juin, comprenait moins de 50 000 obus. Vous vous rendez compte? C'est ce que tire la Russie, là, présentement, en 2 jours et demi. En 2 jours et demi, c'est ce que tire la Russie. Donc, c'est complètement ridicule. Vous comprenez maintenant sur LCI pourquoi je vous montre des vidéos où certaines troupes n'ont plus que 2 ou 3 obus voilà, en stock. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Bah maintenant là vous comprenez. Voilà. Donc vous voyez l'article est extrêmement long, c'est pour ça que je vous ai pas tout lu. Mais en tous les cas, c'est très intéressant. Et attention, ça vient de Radio Free Europe, Radio Liberty, c'est-à-dire un média officiel de l'Union européenne. Vous voyez, le mur des réalités est tellement fort, ils se prennent une telle claque quant à la réalité des choses sur le terrain, qu'au bout d'un moment, on ne peut plus cacher les affaires. On ne peut plus cacher ça. C'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut faire face à la réalité. Et enfin, la réalité est là. Alors maintenant, on passe aux informations diverses. Et là, depuis le nouveau mandat de Vladimir Poutine, la purge continue au sein du ministère de la Défense russe. Car oui, il y a de la corruption au sein du ministère de la Défense russe. Bon, il y avait déjà eu un haut responsable du ministère de la Défense qui avait été arrêté. Là, maintenant, c'est pas fini. Au 31 juillet, on a le directeur du département des biens militaires du ministère de la Défense, Mikhail Sapounov, qui a été démis de ses fonctions. C'est lui. C'est pas fini. On a, alors là, c'est Novaya Gazeta, traduction du russe, hein, parce que c'est un média russe, là, qui nous dit un ancien responsable de la défense qui supervisait l'approvisionnement en nourriture de l'armée russe arrêté pour corruption. Ouais, alors lui, ce qu'il faisait, c'est que principalement, hein, pas que, mais principalement, c'est que dans les repas des militaires, au lieu de mettre du bœuf, ils mettaient du poulet ou du porc. Donc, à force, bah, ils gagnaient de l'argent, énormément d'argent. Voilà. Bon, Prigojine avait fait aussi la même chose hein, quand il était responsable de l'approvisionnement des militaires russes. Pareil, hein, Prigojine, bon, il est corrompu, bien évidemment, c'est un voyou, Prigojine. Bref, et donc vous voyez que les Russes continuent la purge depuis le dernier mandat de Vladimir Poutine et depuis aussi qu'il a nommé Belouzov. Hein. Belouzov, lui, donc c'est le qui a remplacé Sergueï Shoigu. Poutine a demandé à Belouzov de finir le ménage. Hein, je vous rappelle que quand Poutine a pris le pouvoir en l'an 2000, il y avait une corruption extrême au sein de l'État russe à cause de Boris Yeltsin. Hein, Boris Yeltsin, pendant la dizaine d'années, un peu moins de 10 ans qu'il était au pouvoir, la corruption est devenue énorme, énorme. Et donc, quand Vladimir Poutine a été au pouvoir, il a fait du ménage, a éliminé presque tous les oligarques en Russie. Là, je parle maintenant de nos jours. Et il a toujours combattu la corruption. Alors, évidemment, il n'a jamais vraiment réussi parce que des fois, il y avait, on va dire,
des gens importants qui étaient un petit peu corrompus, mais qui étaient nécessaires à Vladimir Poutine, donc il les gardait sous le coude et il ne disait trop rien. Mais quand ça atteint un certain niveau, là, il était obligé de sévir. Et en gros, Poutine, depuis le début de son mandat, il a viré en gros une trentaine d'oligarques qui étaient un petit peu tout puissants, et donc il les a supprimés. Évidemment, on ne peut pas complètement supprimer la corruption. Alors maintenant, est-ce que ça va remonter jusqu'à Sergei Shoigu? Je ne le pense pas, puisque Sergei Shoigu, lui, il a été muté à un autre poste. Est-ce que cette mutation est le signe que Sergei Shoigu lui-même était, a fait de la corruption ou pas? Je ne le sais pas, on n'a aucune preuve. Mais dans tous les cas, le ministère de la Défense était bien corrompu, d'après ce qu'on peut le voir, et beaucoup d'argent a été détourné. De toute manière, la faute en revient à Sergei Shoigu, parce que même si Sergei Shoigu était innocent et qu'il n'a pas vu, n'a pas su, ou n'a pas réagi, ou était apathique face à tout cela, qu'il soit lui-même corrompu ou qu'il ait rien fait, même s'il est innocent, de toute manière, la faute en revient à Sergei Shoigu, évidemment dans un degré moindre s'il a juste fermé les yeux que s'il était corrompu, mais de toute manière, la faute en revient à Sergei Shoigu. Alors là, pour faire vous montrer que les États-Unis sont aussi très corrompus, on a cet exemple de responsiblestatecraft.org, c'est-à-dire un organisme officiel qui avait quand même révélé un scandale, c'est-à-dire que le Pentagone payait Boeing 52 000 dollars pour une poubelle à papier. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer qu'il y a aussi grosse corruption, et même infiniment plus grosse corruption aux États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, la corruption, elle est institutionnalisée, elle est devenue officielle aux États-Unis, tellement c'est absolument gigantesque. Et pour faire bonne mesure, je vais vous montrer deux petits articles. Un de The Cradle, un des plus grands journaux américains, qui nous dit: pour la 6e année consécutive, le Pentagone ne parvient pas à comptabiliser plus de 3000 milliards de dollars, alors que la Maison-Blanche demande plus de 100 milliards de dollars pour les guerres en Israël et en Ukraine. Le ministère de la Défense continue de fonctionner avec peu ou pas de contrôle sur ses pratiques de dépenses. Ça, c'était le 16 novembre 2023. Vous vous rendez compte? Il y a plus de 3000 milliards de dollars, bah, on ne sait pas où ils sont. Voilà, pour la 6e année consécutive. Le Pentagone a échoué à son audit annuel indépendant pour la 6e année consécutive, car les responsables de la défense américaine n'ont pas pu fournir aux auditeurs suffisamment d'informations pour former une évaluation comptable complète selon le rapport financier annuel du ministère de la Défense publié le 16 novembre. L'audit des 3800 milliards de dollars d'actifs et des 4000 milliards de dollars de passifs du département est une entreprise de grande envergure, a déclaré le contrôleur du Pentagone, Michael McCord. L'audit de 2023 a émis une clause de non-responsabilité, ce qui signifie que le Pentagone n'a pas pu fournir aux auditeurs suffisamment de données financières pour leur permettre de se faire une opinion. Une opinion sans réserve ou propre est la note la plus élevée possible, et une opinion avec réserve est une note acceptable. Dans les deux cas, les auditeurs ont reçu suffisamment d'informations pour se faire une opinion complète. En 2022, le Pentagone n'a réussi à comptabiliser que 39% de ses 3500 milliards de dollars d'actifs. Avec cet échec, le Pentagone reste la seule agence gouvernementale américaine à n'avoir jamais passé avec succès un audit complet. Cet échec met également en évidence le manque persistant de contrôle financier interne
du département américain de la guerre, ses mauvaises estimations budgétaires et ses dépenses excessives. Bien évidemment, ce flou artistique est volontaire, bien entendu. C'est pour alimenter les caisses noires de l'État afin de faire ce qu'on appelle les Black Ops et toute la corruption nécessaire de par le monde et au sein du gouvernement américain. Parce que évidemment, la corruption dépasse l'imagination aux États-Unis. On dit l'Ukraine, on dit tel ou tel pays, on dit l'Albanie, mais en réalité, le pays le plus corrompu du monde et de très 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 loin, ce sont les États-Unis qui sont à des années-lumière concernant la corruption par rapport aux autres pays. Parce que dans les autres pays, la corruption est illégale et voyante quand cela arrive. Aux États-Unis, la corruption, elle est institutionnalisée. C'est quasiment légal. Donc c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Le programme F-35 en est un parfait exemple. Son budget initial a été dépassé de 165 milliards de dollars pour construire un avion chargé d'accomplir de nombreuses tâches différentes dont aucune n'est parfaitement maîtrisée. Le Pentagone doit acheter plus de 2400 F-35 pour l'armée de l'air, les Marines et la Marine. Le coût estimé de l'acquisition et de l'exploitation de ces avions sur toute leur durée de vie, 1700 milliards de dollars, en ferait le projet d'armement le plus coûteux réalisé par le Pentagone. Bref, vous voyez. Et attendez, le fait qu'ils ne savent pas pour la 6e année consécutive d'où viennent tous ces milliers de milliards de dollars, eh bien c'est pas nouveau. Reuters, la veille du 11 septembre à 14h15, Donald Rumsfeld déclare « Nos systèmes financiers sont vieux de plusieurs décennies. Selon certaines estimations, nous ne pouvons pas suivre 2300 milliards de dollars de transactions. Nous ne pouvons pas partager les informations d'un étage à l'autre de ce bâtiment, car elles sont stockées sur des dizaines de systèmes technologiques différentes qui sont inaccessibles ou incompatibles. » Bien qu'il ait fait ces remarques la veille du 11 septembre, ce n'était pas la première fois que ce montant était invoqué. Vous imaginez? Et comme par hasard, le bâtiment dont il parle, c'est le bâtiment W7, le fameux bâtiment qui a été incendié de manière indirecte et qui a été totalement détruit, qui est tombé à la vitesse de la gravité. En 7 secondes, plus de bâtiment, alors qu'il n'a pas été touché par des avions. Et ce bâtiment W7, c'était le bâtiment, un des bâtiments principaux de la CIA, et c'est là qu'il y avait tous les systèmes technologiques, tous les ordinateurs qui auraient pu donner les données pour l'enquête de savoir où avaient disparu ces 2300 milliards de dollars. Et ça, Rumsfeld, il déclare ça la veille du 11 septembre. Oh, c'est drôle, les coïncidences. C'est pour vous dire que les États-Unis, c'est ultra corrompu. Mais en fait, c'est un tel niveau de corruption que, comme le disent beaucoup de gens, pas des économistes officiels bien sûr, mais des experts, c'est institutionnalisé. Donc c'est quasiment légal aux États-Unis, ce genre de choses. Alors, je finis les articles avec un article de Die Welt, le grand journal allemand, qui nous dit « La sombre réalité de l'Ukraine dont les initiés de l'OTAN veulent seulement parler de manière anonyme ». Ça date du 2 août. Vous imaginez le titre? C'est fou, de Die Welt, un des plus grands journaux d'Europe. La sombre réalité de l'Ukraine dont les initiés de l'OTAN veulent seulement parler de manière anonyme. Vous avez noté que les langues se délient face au mur des réalités. Presque plus personne à Bruxelles ne s'attend à ce que l'Ukraine retrouve ses territoires perdus. Mais personne ne veut en parler, du moins officiellement. Die Welt s'est entreue avec un certain nombre d'initiés qui justifient leurs perspectives sombres par un fait
qui est la faute de l'Europe. Alors en gros, je vous passe l'article qui est long. Alors il y a tout un tas d'experts qui disent que l'Ukraine est foutue, que l'Ukraine manque de tout, qu'elle a plus d'hommes, qu'elle a perdu beaucoup trop d'hommes, les gens qui se rendent, etc. Bon, ils disent des trucs que moi-même j'avais pas pensé, donc c'est à n'en plus finir. Mais tout ça, c'est la faute de l'Europe. Pour n'avoir pas assez donné d'argent plus rapidement, pour n'avoir pas assez fourni d'armement assez rapidement. C'est la faute de l'Europe. Alors évidemment, on met sous le tapis le coup d'État en 2014 des Américains à Kiev, les manifestations de Maïdan faites par la CIA. Bah, bien entendu, on ne parle pas de tout ça, de cette guerre civile de 2014 à 2022 qui a fait 16 000 morts des deux côtés, mais principalement des Ukrainiens du Donbass qui sont morts. Voilà, tout ça on n'en parle pas bien évidemment, c'est juste la faute de l'Europe, qui n'a pas assez armé depuis le début, depuis le début de l'invasion, qui n'a pas tout de suite donné tout ce qu'elle avait, et en armement et en argent. Voilà, je vous résume très vite, parce que là la vidéo a commencé à être trop longue. D'ailleurs, je vais faire une toute petite conclusion. Voilà, mais en tous les cas, le mur des réalités, encore une fois, pour la énième fois, sauf que là, ça apparaît dans Die Welt. Là, on passe un cran au-dessus. Et là, maintenant, on comprend les revirements de Zelensky, qui au début dit « Ah, je veux négocier le plus rapidement possible. » Et là, maintenant, « Ah, bah, je vais céder des territoires, mais uniquement si mon peuple le veut bien. » Bon, allez, on va passer à la conclusion. Manque d'hommes et le peu d'hommes que l'Ukraine peut avoir sont très mal formés ou pas formés. Ils sont envoyés en chair à canon. Comme tous les Ukrainiens le savent, on parle des jeunes hommes, bah, ceux-ci se terrent chez eux, essayent d'éviter d'aller au front, quitte à risquer leur vie en traversant la frontière pour aller dans d'autres pays, comme en Pologne ou en Roumanie, voire même en Moldavie. Donc tout ça est un problème énorme de ressources humaines, mais aussi de munitions en tout genre, de missiles, de roquettes, de balles, d'équipements en tout genre aussi, et surtout les obus. Bien entendu, là on vient de voir que la Russie produit entre 4 et 4,5 millions d'obus par an, et que tout l'Occident ne peut fournir environ que 550 000 obus à peu près par an. Voilà, ça c'était les données vers 2024, donc début 2024. Donc imaginez-vous la différence. Et l'Ukraine nous dit qu'elle a besoin de 200 000 obus par mois, chose qui est absolument impossible. Absolument impossible. On a tout cela. Et bah, évidemment, on a, comme je vous le dis à chaque point sur l'Ukraine, la Russie qui ne cesse d'avancer tous les jours et qui ne cesse d'être de plus en plus puissante dans tout un tas de domaines, les missiles hypersoniques, les bombes planantes, le brouillage de guerre électronique qui fait des ravages, ne l'oublions pas. Donc, et ça c'est Dixit, le RUSI, donc c'est l'Institut Royal pour la guerre du Royaume-Uni, qui disait que la Russie détruisait environ 10 000 petits drones par mois en Ukraine. Voilà, donc ça c'était un article du RUSI que je vous avais montré, et à plusieurs reprises d'ailleurs. Donc mettez tous ces faits-là bout à bout, après vous comprenez que Zelensky déclare « Ah bah je veux très vite négocier avec la Russie ». Donc au début il disait « Je veux très vite négocier à la Russie, je veux très vite faire un sommet en Arabie Saoudite, et cette fois je veux inviter la Russie ». Et alors là on va vraiment négocier cette fois. Le problème, c'est que Zelensky a fait un décret qui l'interdisait de négocier avec la Russie. Donc comment va-t-il pour faire passer ce décret? Va-t-il renier ce décret? Pourtant, c'est un décret. Comment va-t-il faire? Mais bon, rien n'est impossible, vous allez me dire. Et là, tout dernièrement, on a Zelensky qui dit « Ah ben, si je cède des territoires, ce sera le peuple ukrainien qui le décidera. Mais ce sera pas moi. Hein. Ah oui, là, ce sera pas moi. Hein. Vous imaginez? Et alors, bien évidemment, comme on a vu, il recommande aux Ukrainiens de dire non quand même. Nous ne céderons jamais de territoire.
Voilà, il dit ça, et après il dit, ah mais si on en cède, ce sera le peuple ukrainien qui le décidera. Bon, vous voyez le message. En gros, l'Ukraine est en pure panique. Là, ça y est, on atteint apparemment le bout du bout. Hein. Comme je vous l'ai dit, hein, plusieurs fois, je vous ai donné deux images, deux métaphores. Je vous ai donné l'image d'abord de cet homme qui est en train de tomber et qui est filmé au ralenti en train de tomber, mais que inévitablement il va tomber par terre. Et l'autre image, c'est un élastique qu'on ne cesse de tirer. Bah, au bout d'un moment, l'élastique, il craque. Forcément, c'est inéluctable. Ça fait combien de mois que je vous dis ça dans les points sur l'Ukraine? Je vous le dis dans presque tous les points sur l'Ukraine, depuis des mois. Donc oui, la chute est au ralenti, oui, l'effondrement est au ralenti, mais ça reste un effondrement. Ça reste une chute. C'est inéluctable. Le mur des réalités. Et oui, il frappe à la porte, il frappe de plein fouet même, et au visage de Zelensky, qui maintenant est obligé de renier sa parole comme quoi jamais il ne céderait de territoire, et il promettait au peuple ukrainien de non seulement récupérer tous les territoires du Donbass, mais aussi la Crimée. Et qui disait qu'en 2024, parce que ça c'était ce qu'il annonçait l'année dernière, en 2024, il annonçait fièrement qu'il se baignerait dans une des plages de la Crimée. C'était les propos de Zelensky qui s'en vantait. Évidemment, des rodomontades absolument ridicules. Mais bon, voilà, il avait quand même lancé ça. Ah, bah c'était au moment où il y avait encore quelques espérances de l'OTAN. Hein, espérances ridicules, bien évidemment. Donc voilà, on en est là. Retournement de situation, quoi. Retournement de Zelensky. Soyons clairs et nets. Enfin bref, voilà ce qu'on pouvait dire en conclusion, qui est très courte cette fois-ci, parce que je vois que ma vidéo est fort longue. Et on va passer maintenant tout de suite à la carte militaire. Alors voici la carte militaire, donc là ça va être relativement court, parce que c'était relativement calme. Là, les Russes ont décidé de nettoyer tous les îlots des Ukrainiens le long du Dniepr, voilà, dans tout le sud. Donc dans l'oblast de Zaporojye et de Kherson, ils ont décidé de nettoyer tous les petits îlots. Nous verrons si cela se fait avec succès. Dans la région d'Orirov, les Russes sont légèrement avancés, mais pas assez pour que je le note sur la carte militaire. Là, dans la région d'Ougledar, bah, comme d'habitude, hein, alors je dis région d'Ougledar, je parle d'ici, mais en règle générale, c'est l'oblast de Donetsk, où tout se passe comme d'habitude. Les Russes ont décidé que c'était ici qu'ils allaient essayer de percer. Attention, qu'ils allaient essayer de percer, ça ne veut pas dire que c'est ici, et à mon avis, il y a peu de chances que ça soit là, qu'ils fassent la grande offensive. La grande offensive, tout le monde est d'accord, même Boudanov, ça viendrait du nord. Voilà. Bon bref, pour revenir à la région de Donetsk et juste à droite de la forteresse d'Ougledar, là, bah, comme d'habitude, comme toutes les semaines, les Russes ont décidé d'avancer. Donc là, il y a eu une avancée notable. Donc là, vous voyez que les forces russes font comme ça, et là, comme ça. Donc ça, c'était les lignes de la semaine dernière à peu près. Donc ils font comme ça, comme ça. Donc Kostiatinivka, à mon avis, va bientôt être prise. Alors Kostiatinivka, c'est une ville importante, un centre urbain important, et surtout, ça leur permettra d'avoir le contrôle logistique de cette route qui alimente Ougledar. Alors déjà ici, ils ont un contrôle physique de la route qui alimente Ougledar. Ougledar est alimenté par d'autres petites routes du nord, mais en tous les cas, celle-là était une route principale. Donc Ougledar, ben, c'est qu'une question de temps, mais ça tient parce que c'est une véritable forteresse. Donc Kostiatinivka va bientôt tomber. Là, par contre, ça va être dur pour les Ukrainiens parce que c'était une ville très importante au niveau de la logistique, contrairement aux îlots, entre guillemets, hein, contrairement aux villes qui s'enchaînent ici.
Non. Ça, oui. Ça, tout, historiquement, c'était une ville importante pour la logistique ukrainienne. Donc voilà ce qu'on pouvait dire dans cette zone. La grosse avancée aussi, entre guillemets, vous voyez, la ville de Krastonorivka, elle a été prise. C'est une ville importante. Ça y est, elle a été prise complètement. Ça, c'était la semaine dernière, les lignes de la semaine dernière. Donc, bonne avancée et encore une prise de ville, comme toutes les semaines. La plus grosse avancée, elle est là. La plus grosse avancée, donc vers Paklovsk, entouré d'un triangle rouge, nœud logistique extrêmement important. C'est le deuxième point le plus important après Tchassivial. Voilà. Alors maintenant, ça va peut-être passer premier, puisque Tchassivial, là, ça y est, on est au bout du bout sur Tchassivial. Alors peut-être ça va passer premier maintenant. Nous allons voir. Peut-être Tchassiviar, peut-être d'ici une semaine ou deux. Quoi, plutôt 2 semaines d'ailleurs, je dirais. Bref, donc là, ligne de la semaine dernière, et vous pouvez voir que bah là, cette ville-là, elle a été complètement prise. Bon, c'était déjà presque le cas. Là, c'est maintenant entièrement fait. Regardez un peu l'avance. Regardez l'avance. Là, on est en quelques dizaines de kilomètres. Voilà, ici, à quelques dizaines de kilomètres. Donc, quoi, une dizaine tout du moins. Bref, donc grosse avancée dans ces 3 points-là, là où en même temps cette ville a été prise, cette ville a été prise, Veselier va tomber, bien sûr. Grosse avancée vers Paklovsk. Là, c'est assez inquiétant pour l'Ukraine. Ici, donc là, on est vraiment à côté de la ville importante de Gorlivka. C'est une ville très très importante. Et à l'ouest de cette ville, il y a eu des avancées importantes. Donc là, par exemple, New York, qui va bientôt être prise entièrement, à mon avis, la semaine prochaine, quasi certain. Puisque là, regardez tout ce qu'ils ont avancé dans New York. Donc 2 assauts, la pointe de l'assaut est ici, comme ça. Et vous voyez que tout ça va se diriger vers Toretsk, bien entendu. Voilà. Donc New York va tomber et j'en mets ma main coupée la semaine prochaine. La petite avancée en longueur ici, petite avancée là, mais qui a permis de nettoyer tout Zalijny. Donc la ville est complètement nettoyée et avancée vers le sud. Ici, il y a une avancée aussi ici. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que Toretsk va être pris sur 2 flancs. Le flanc sud ici et le flanc est ici. La pointe est là. La pointe est là. Donc là, ça va être assez inquiétant là, pour ceux qui sont à Toretsk côté ukrainien. Là, Tchassivial, ça faisait quelques temps qu'il n'y avait pas eu d'avancée russe. Donc là, il y a eu une avancée russe, ça y est, ils ont repris très sérieusement. Et là, ils ont fait une avancée notable, d'1,5 km en gros. Ouais, j'exagère, non, je dis des bêtises. De 200, de 150 mètres, pardon. D'environ 150 mètres. Donc pour Tchassiviar, c'était à noter. Là, vous voyez le canal, le fameux canal, et ici, c'était ce qu'on appelait le micro-district. Donc, vous voyez, le micro-district a été passé. Donc, 150 mètres à peu près d'avancée. Pour Tchassiviar, c'est beaucoup. Donc, c'était notable à noter. Voilà. Sinon, pour le reste, aucune avancée russe. Ni aucune avancée ukrainienne. N'oubliez pas, la semaine dernière, les Ukrainiens avaient fait 2 avancées, ici et ici. Donc ici et ici. Donc ils avaient fait 2 avancées, les Ukrainiens. Bon, de très très peu, mais quand même. Bon, là, statu quo, il ne se passe rien sur cette zone-là, sur ce front nord. Je vous rappelle que c'est ici, sur ce front-là,
que Boudanov pense qu'il y aura la grande offensive. Mais d'après lui, il sait où exactement, mais il ne veut pas le dire, comme on l'a vu dans The Kiev Independent. Mais pour lui, ça viendrait d'ici. Nous verrons bien. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la carte militaire. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Et n'oubliez pas, lundi qui vient, il y a le point sur l'Ukraine, deuxième partie. Voilà. Et comme toujours, soyez curieux.